Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24. Vous avez compris les décors parce que on nous a déjà annoncé la 3e vague de cette pandémie appelée Covid-19. Vous l'avez compris, toujours présent pour vous servir, mon éternel complice Ali Malé. Bonjour John. Avec ton masque, hein? C'est inévitable maintenant. Et il faut prendre cette menace au sérieux. C'est tellement sérieux que la souche indienne est plus dangereuse que les deux précédentes. C'est pas une manipulation, tout ça. Non. Soyons réalistes. J'ai suivi l'intervention du premier citoyen de la ville hier avec une évaluation de plus ou moins 23 000 cas. L'émission, c'est pas entre nous deux. Nous risquons d'oublier notre invité. Voilà. Parce qu'il n'est plus à présenter, toujours présent, toujours disponible. Il s'appelle Norbert Yamba Yamba. C'est un cadre du parti présidentiel, j'ai cité l'UDPS, et panafricain, patenté, convaincu et convaincant. Monsieur Norbert Yamba Yamba, bienvenue dans Analyse 24. Merci pour l'invitation. Merci à Ali et à John. En tout cas, notre décor vous étonne? Non, ça me fait énormément plaisir. Oui. Parce que ce sont des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et de considération. Et lorsqu'on va discuter sur des questions qui intéressent la République, je pense... Donc quand je dis notre décor, vous nous avez vu avec des masques, tout ça. Oui. Ça vous a intrigué? Non. Vous êtes en train simplement de respecter les gestes barrières. Oui. Et ça veut dire en fait qu'on parle de plus en plus de Covid, on parle de plus en plus de vagues, etc. Telle souche, etc. Bon, il faut être toujours prudent. Troisième vague. Quel que soit de préjugés, il faut toujours être prudent pour se protéger. Mais, je crois que nous étions quand même sous un régime particulier. On vivait sous couvre-feu, bien sûr. Tout ça, mesures. Et tant d'autres décisions qui accompagnent. Mais comment expliquer que du coup, comme ça, on nous annonce la 3e vague? Alors, comment appréciez-vous la gestion de cette crise sanitaire? Depuis les débuts, depuis mars 2020. John, je m'intéresse un peu beaucoup de la géopolitique internationale. Aujourd'hui, il est prouvé que le monde est en plein effondrement et qu'il y a des réflexions qui se font dans beaucoup d'espaces géographiques du monde, surtout ceux qui sont habitués à prendre de l'emprise, à prendre de la responsabilité vis-à-vis des autres, etc. Parce que les prévisions par rapport à l'effondrement de la Terre sont telles qu'elles sont irréversibles. Et alors, pour un virus, alors maintenant, on commence à parler des vagues et des souches. Oui. Ça devient intéressant, mais ça pose un certain nombre de questions, sincèrement. Hier, c'était la souche chinoise. Ouais, et après... Sud-africaine. Aujourd'hui, c'est la souche indienne et anglaise. etc. Beaucoup plus virulente. Et quelques temps après, en anglais, on dit non, on a maîtrisé la souche anglaise, etc. Donc, il faut, sincèrement, tout en demandant à notre peuple d'être prudent, d'observer les gestes barrières. Ça ne nous empêche pas de dormir. Mais si on observait véritablement ces gestes barrières, mais nous devons réfléchir en profondeur pour savoir quelles sont les stratégies géopolitiques qui sont mises en place dans la perspective de pouvoir régler un certain nombre de choses que nous n'avons pas véritablement la maîtrise. Vous savez que le confinement est comme mesure. Oui. Vous savez combien ça a joué sur les développements économiques, surtout les nations du monde entier. Mais il y en a des gens qui prennent de l'encensé aujourd'hui pour une sorte de remontada sur le plan économique. Comment ça? Mais un pays, par exemple, comme Congo-Kinshasa, on enferme tout. On a quoi en termes de mobilisation des ressources? C'est pas la même manière que les États-Unis, c'est pas la même manière que la Chine. Au contraire, la Chine aujourd'hui, ça a même dépassé les taux de croissance antérieurs. Voilà, ils disent qu'ils se sont bien comportés, etc. OK. Mais bon, ces mesures-là
sont vraies, parce qu'il y a des virus qui sont fabriqués dans des laboratoires. Hein. Ces virus sont domestiqués. Hein. Quand on dit vague telle, attention, ce sont des virus qui sont en mutation et dont on influence sur leur génétique. En fait, c'est de la manipulation, tout ça. Donc, mais il y a des laboratoires qui fonctionnent. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Le monde est surchargé. Et comme le monde est surchargé... Mais qui dit que le monde est surchargé? Qui en décide? Qui en décide, c'est ceux qui croient être... Il y a un problème d'espace dans le monde? Écoutez, il y a une race qui croit avoir l'idéal civilisationnel. Des super-hommes. Et qui a été envoyé parce qu'il y a la couleur de Dieu. Et qui pensent qu'ils peuvent justement donner des injonctions à travers le monde. Est-ce que vous connaissez le festival de Nevada? Le festival de Nevada aux États-Unis. La plupart des milliardaires, tous ces grands hommes politiques, tous ces grands noms, s'y retrouvent. Et il faut toute une semaine pour être en connexion avec les ancêtres. Pour retenir, comprendre les professeurs, il faut vraiment les suivre sur la ligne. Parce que les non-initiés, allais-je dire, ne saisiront peut-être pas le message. Je vais demander au professeur d'être un peu plus explicite. C'est-à-dire que le professeur conçoit cette maladie avant qu'on entame, parce que c'est de l'actualité aussi, si on peut boucler le sujet Covid. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros, s'agissant de la troisième vague, pour ne pas parler de la Covid qui nous a envahis depuis plus d'une année, bientôt 2 ans? Ali, vous connaissez que je suis panafricaniste. Bien sûr. Je suis contre les injustices et les stratégies nocives qui cherchent à instrumentaliser ou clochardiser tout le monde. Et par rapport à ça, je prends parfois certaines positions. Qu'est-ce que je pense de Covid? Le Covid, oui, ça existe. Mais je dis que Covid, le virus a été fabriqué dans un laboratoire. Ah bon? Par les humains? Par les humains. Et que chaque fois qu'on dit vague telle, c'est une mutation génétique d'un virus originel. Donc ça vient toujours de ces laboratoires. Pour être plus féroce. C'est-à-dire que quand on est plus virulent, et on fait des mutations du virus dans les laboratoires. Et on nous a annoncé que la troisième vague serait plus virulente. Alors, mais comment on le sait? Comment on le sait? Simplement parce qu'il y a des laboratoires qui travaillent. Vous savez que l'OMS a combien d'argent en termes de capital? C'est 2,5 milliards de dollars. Mais pose la question, Bill Gates a donné quelle contribution, à quelle proportion, au prorata de quel intérêt? Il veut sauver l'humanité. Je m'excuse beaucoup. Les milliardaires américains, ils ont créé des fondations, non? Bien sûr. Fondation Bill Gates et Melinda, Fondation Mark Zuckerberg, Fondation ORM, Fondation Georges Soros. Et vous savez quelle est la proportion qu'ils donnent à ces fondations? Bill Gates donne 95% de ses ressources à la fondation. Or, la fondation, c'est un fonds perdu. Oui, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. 90%. L'homme de Facebook. Voilà. Ça veut dire quoi? Cette bonté-là vous intrigue? Mais oui, bien entendu. Simplement parce qu'ils sont plus humains que vous et moi. Ça, par exemple. Oui. Cet argent est affecté. Ils ont du cœur. Cet argent est affecté pour créer des usines pharmaceutiques, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des vaccins. Secourir la on ne peut pas vendre des vaccins si on n'a pas de virus. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a que des Africains qui ne comprennent pas. Et il y a une sorte de complotation internationale par rapport à ça. Certainement qu'il y a du virus. On nous montre qu'il y a trop de morts aux États-Unis, trop de morts en Angleterre, trop de morts en Italie. Il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier. On propose quoi? Mais l'Afrique est dans l'air visère. Aujourd'hui, on est à 1,3 milliard d'habitants. En 2050, on sera à 2,5 milliards. En 2100, on sera à 4,5 milliards. Donc, 2 personnes sur 4 seront africaines. Et tout le monde dit que la Terre est surchargée. Il faut revenir à la situation des années 40, 50, où on n'avait que 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, on approche 8 milliards. On est à 7,5 milliards.
et que les Africains augmentent avec un taux de croissance, je me suis beaucoup, un taux de natalité de plus de 3,5%. Exponentiel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut larguer Ebola, il faut larguer le sida. Il faut aujourd'hui, on est à Covid. Aujourd'hui, Covid. Qui commence déjà dans les années 1910. Il y a eu la grippe aviaire. Eh bien, la grippe aviaire, tout ce que nous avons. Regardez comment on affecte beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle dans les moustiquaires, etc. Tout ça, 100 000. L'industrie pharmaceutique. On a besoin de l'argent pour arranger les routes. Mais on nous donne 100 millions de dollars moustiquaires imprégnés. Vous savez ce que cela représente? Vous savez la composition chimique de ces moustiquaires? C'est pour assister, pour épargner les familles, pour épargner les enfants. Comment nous devons toujours devenir? Et je vois... Vous savez, la malaria tue plus que les sida. Je me suis beaucoup. Il faut épargner les enfants. Ah ben, c'est ça, justement, les choses qu'on nous fait répéter continuellement, etc. Il y a même des relais volontaires qui circulent dans nos maisons pour dire... Donc on nous conditionne. Prenez les moustiquaires, prenez les moustiquaires. Mais écoute... Est-ce que la priorité pour nous, c'est le moustiquaire? Oui. Ça fait combien de temps? La malaria. Mais si les professeurs vivent dans un environnement sain, ce n'est pas le cas avec tous les Quinois, plus que les victimes de la malaria. Vous avez vérifié la situation au Massina, Kingasani, etc. Vous avez vérifié la situation. Ah, là-bas, on ne respecte pas les gestes barrières. Excusez, sincèrement, John, je prends beaucoup de risques en disant ce que je suis en train de dire. Au risque péril. Mais j'estime sans blesser... Je pense qu'à un moment donné, l'intellectuel congolais doit se mettre debout. On ne peut pas comprendre qu'à l'Afrique de l'Ouest, tout le monde est debout. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, on ne parle pas même d'Afrique du Nord. Mais écoutez, en Afrique centrale, c'est un terrain de prédilection, ou même des graines pourries viennent germer parce que le terrain est très fertile. Ce n'est pas normal. Donc, tout en prenant, naturellement, les dispositions pour nous protéger, mais nous devons nous interroger. D'où viennent ces différentes vagues? Et tout le temps ici, ces vagues-là étaient où? Est-ce qu'on peut pas se poser c'est une mutation du virus. Mais on vous dit que le virus s'adapte. Le monde est en effondrement. Les gens cherchent des stratégies, des rebondissements. Mais ça n'a pas et les terrains de prédilection pour expérimenter tout ça. Vous avez suivi le directeur général de l'OMS. Nous avons connu la grippe espagnole. La situation va s'aggraver. Excusez, la situation va s'aggraver. Ça, c'est les déclarations de l'OMS. Va s'aggraver en Afrique. Non, et alors maintenant, comme on a depuis qu'on nous a promis l'hécatombe, ça ne vient toujours pas. Alors comme on a toujours planifié contre l'Afrique, parce qu'il semble que l'Afrique n'a que des bouches pour manger, mais il n'y a pas de n'a pas de mains, n'a pas non plus de cerveau. Les gens craignent, parce qu'aujourd'hui, la population occidentale, j'allais dire blanche, représente 13% de la population mondiale. Et donc, en 2100, ça sera moins de 5%. Et entre-temps, la pauvreté assiège nos pays. La seule voie à la fenêtre, le corridor que nous avons, c'est aller en Europe, aller aux États-Unis, aller dans tout ce pays-là. Parce que c'est là qu'on peut trouver du travail. Ils seront envahis, il y aura trop de métiers, il y a disparition d'une race. Et cette paire-là pousse les gens à monter des stratégies, parfois malveillantes, vous imaginez. Mais je ne veux pas que notre discours soit mal interprété. Nous appelons les Congolais, les Quinois et Quinoises à respecter les gestes barrières et à la prudence. Tout à fait. C'est ça les mots. Ça, les gestes barrières. Même moi-même, je respecte les gestes barrières. Tout à fait. Je vous ai vu avec votre masque et on entre ici. Parce que le virus est là. Le virus est là. Ça, c'est pas une affabulation. Non, le virus est là. Le virus est là. Et sinon, on a encore la vie. C'est possible que ce soit nos ancêtres qui nous protègent. Les ancêtres. Oui. Mais je vous assure que le virus est là. Et le virus tue. Et il n'y a pas eu une bonne organisation dans la domestication de ce virus-là. Et c'est comme ça que vous avez vu des hécatombes. Encore que, bon, les gens l'ont fait de manière délibérée pour qu'on montre aux Africains qu'ici, chez nous, les gens meurent, ce n'est pas ce que vous pensez. Nous montrer les dangers. De manière qu'à un moment donné, et je termine par là, que ça puisse ravager l'Afrique. Et donc, quand on parle de vagues, nous devons être prudents, les gestes barrières, les respecter. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de planifier la mort sur nous. Ouais. De programmer la mort. Pour éviter cela,
Il faut les gestes barrières. Et je suis d'accord avec les gestes barrières. Mais j'ai dit, mais les pas obligatoires des masques. Oui, bien entendu. La distanciation aussi. Sociale, bien physique. entendu. Et le lavage des mains. Régulier. Pourquoi pas? Et donc, nous avons besoin, pour contrer naturellement leur motivation, leur finalité dans la planification de la mort. C'est cela. C'est cela. Est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a pas de VIH-Sida dans notre pays? Il y en a. Mais nous vivons avec. Et alors maintenant, est-ce que les VIH ne fait plus peur, hein? John, regardez. Parce que les une dame, une américaine, en Sierra Leone, il y a eu ravage terrible. Les gens mouraient. Mais il a contaminé parce qu'elle était infirmière dans un hôpital. Et on l'a amenée aux États-Unis. Et 2 jours après, elle était guérie. C'est qu'ils avaient les produits. Avec Ebola, ils avaient les produits. Comment ils ont fabriqué un produit au moment où ils ne savaient pas qu'il y avait mal? Lorsqu'ils inventent un poison, ils ont l'antidote. Mais je te dis, c'est pourquoi 95% de l'argent de ces milliardaires affecté dans la pharmacie pour fabriquer des médicaments, fabriquer des vaccins. Et les vaccins deviennent utiles aujourd'hui simplement parce qu'on va vacciner tout le monde. Et ça fait rentrer de l'argent. Et bien, les médicaments, il faut que quelqu'un tombe malade. Et donc, on veut nous prendre 2 fois. Au même moment où on tombe malade, on vous donne le médicament, et on vous donne le vaccin. Portant, et ils deviennent de plus en plus milliardaires. ils anticipent. Il n'y a pas 10 ans, Bill Gates avait 56 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, il est à plus de 100 milliards de dollars. Alors que l'économie mondiale laisse à désirer. Il a affecté 95% dans sa fondation. Dans sa fondation. De quelle manière a-t-il eu ces bénéfices? Quel miracle. Quel miracle. Et c'est ça justement l'intellectuel qui ne se pose pas de questions. Simplement parce que tous nous sommes des hypocrites. Tu vois? Nous sommes des hypocrites et nous sommes des nègres de maison. Des petits évolus au service des Occidentaux. Des petits commissionnaires et des intendants. Et on ne peut rien dire. En commençant par la classe scientifique et les professeurs. Mais il n'y a pas de classe scientifique, ce sont des commentateurs scientifiques. Ce ne sont pas des intellectuels. Ali Malé. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis, nous avons des commentateurs scientifiques. Nous n'avons pas d'intellectuels. C'est-à-dire des gens qui écrivent des livres, qui n'ont aucune importance, des gens qui publient des articles, etc., élémentaires, mais qui ne bougent pas la société, qui ne s'engagent pas pour booster la société, pour transformer la société. Nous n'avons pas. Il faut une remise en question totale. Et donc, nous n'avons pas de scientifiques. Nous avons des scientifiques, mais nous n'avons pas d'intellectuels. Et des hommes, par exemple, comme Kwame Nkrumah, comme Lemfo Kibango, qui n'a jamais été à l'université, etc. Ça, c'est un grand intellectuel. Parce qu'ils ont bougé la société. Simon Kimba. Ah ben voilà. Kimba Muta, qui n'a jamais même pas été à l'école. Tu vois? Qui ne savait pas écrire son nom. Touré, qui n'a pas dépassé des 4 ans post-primaire. Des gens comme Modibo Keïta, qui n'ont pas dépassé, qui étaient enseignants de primaire, mais qui avaient une vision de transformer. Thomas Sankara, il a été dans une académie militaire, à l'africaine. Eh bien, écoute, il a bougé sa nation. Et regardez comment des hommes, comme par exemple les fondateurs de l'IDPS, qui étaient dans une situation d'apogée, etc., mais qui se sont engagés. Vous avez les professeurs ici qui écrivent des livres courageux. Nous avons des docteurs, des thèses en médecine, etc., qui font la répétition, qui posent la problématique de ces Covid ici. Tu vois? Et donc, nous avons besoin... Il y a un savant congolais qui est mort, hein, avec Covid. Qui avait d'ailleurs la solution, Manacovid. Il a tenté. Homologué. Oui, bien entendu, bien entendu. Et là aussi, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé à un moment... Dans ces moments-ci. Entre-temps, on venait de reconnaître qu'il y a... C'est pas un fait d'hasard. C'est pas un fait d'hasard. Il y a des gens qui sont des spécialistes de planification de la mort. Nous n'avons pas de raison de devenir intellectuels. Ils veulent que nous soyons tous des commentateurs scientifiques, des aboutis fondationnels. Et nous, on se complaise, surtout quand on se fait appeler professeur, on se fait appeler journaliste, costume, cravate. Et puis on croit qu'on a quelque chose. Et en réalité, on ne voit pas. Il peut faire 50 ans, mais il n'a rien apporté pour la société. Et on est là dans cette complaisance systématisée, rationalisée. Et tout le monde, quand il fait quelque chose, professeur John, professeur Ali, c'est de l'escroquerie intellectuelle.
En quoi servirait quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, il est sociologue, il est prof, et il se réclame professeur? Quel est son apport? Quelle est sa contribution par rapport à ça? Bon, non, ça, mais nous venons déjà d'épuiser la moitié de notre temps, voilà. Si on ne vous arrête pas. Ali Malé, 17 janvier 1961, ça te dit quelque chose? Oui, c'est la mort. C'est question pour un champion. C'est la mort du premier... le tout premier ministre congolais, c'est génie, voilà. Appelé Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, patrimoine national et même 60 ans après, jour pour jour, sous les règnes de Félix Tshisekedi, bien sûr, on nous annonce les retours des reliques de ces patrimoines nationaux, de ces grands esprits appelés Patrice Emery Lumumba, Norbert Yamba. Avis et considération. Première chose, je voudrais saluer l'audace du chef de l'État. L'audace l'audace de construire la connexion avec les ancêtres divinisés, les ancêtres les plus méritants. Parce qu'on est différents. Il y a des ancêtres qui méritent, il y a des ancêtres qui ne méritent pas. Ordinaires. Et Lumumba, c'est un iconoclaste. C'est un ancêtre divinisé, c'est une divinité qui est dans le monde angélique, dans son esprit. Les Français diront panthéonisé. Donc son esprit est en train d'errer. C'est difficile que le Congo se retrouve. Je suis panafricaniste, je respecte les esprits. Et Patrice est en train d'errer dans la nature. Jusqu'au bout. Il faut ramener ça. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour hasard que les choses se sont faites de telle sorte que c'est la gare de la dent. Et c'est comme les sons d'un... Non, mais à un moment, vous avez suivi les documentaires, il l'exhibait de temps en temps comme un trophée. Bien entendu. Rigolant, donc, avec un air badin. Les jours où ça vient, vous allez voir. Et le président Félix Tshisekedi a le mérite de redorer le blason, de restituer le Congo aux Congolais, de rétablir cette connexion avec notre spiritualité authentique. Il y a eu Fumu Kimbango, il venait de reconnaître Fumu Kimbango, et là il est en train de reconnaître dans la série. Kasavubu. Divinisé, il a reconnu Kasavubu. Mais il y a des icônes. Faites attention, l'apport d'un chacun dans la dynamique. Lumumba, c'est un mondialiste. Lumumba n'est pas un local. C'est universel. Eh bien voilà, c'est pas n'importe qui. Même si on nous injurie, quand on pense à Lumumba, on dit non, c'est un peuple qui peut se redresser. Et le président l'a reconnu. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, sincèrement, on va procéder à cette cérémonie-là. Mais je crois que cette cérémonie, elle est indispensable parce que ça va nous permettre de nous réconcilier avec nos ancêtres. Cérémonie spirituelle. Et raison pour laquelle vous avez vu même les chefs coutumiers se mettre debout pour aller en direction, par exemple, des chefs spirituels, pour dire notre sol a été pollué, il faut le purifier. Et voilà les événements, comment ils se succèdent. Il termine la purification et Lumumba viendra pour calmer le jeu. Et il y aura une sorte de remontada. Lumumba cette relique va traverser presque ces chemins de Golgotha, de Calvaire, qu'avait connu Lumumba, pour finir au Katanga, bien sûr. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Et je crois que tu vas voir. On va faire une percée spectaculaire. Et regardez, j'étais au Ghana, à Accra, à une certaine époque. Chez Kwame Nkrumah. Mais vous savez, Kwame Nkrumah a fait l'objet d'un coup d'État. Mais c'est un ancêtre divinisé. Au Ghana. Et il a été enterré dans des conditions les plus lamentables dans son village. Quand Thomas Sankara, Jerry Rawlings, paix à son âme, le capitaine est arrivé. Il dit, regardez la succession de coups d'État au Ghana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non, nous devons réhabiliter l'homme qui a fait que nous soyons ce que nous soyons. Et c'est comme ça qu'on a sorti. On a ramené les restes. De l'anonymat. On a ramené les restes de Kwame Nkrumah du village, en plein Accra. Vous allez voir un grand monument. Un mausolée. Et depuis lors. C'est l'essor.
Maintenant, le calme est revenu. Les gens se félicitent lorsque... Mais c'est vrai qu'on attend les reliques. On fait l'alternance, etc. C'est vrai qu'on attend les reliques, professeur, mais ça doit se faire dans un consensus national, dans l'esprit de l'unité. Ce qu'on ne sent peut-être pas, il y a des voix qui s'élèvent pour dire on tente de politiser le retour des reliques de Lumumba. Ça n'ouvre pas la voie parce que tout le monde ne se sent pas concerné, impliqué dans ces processus. Donc, il y a des gens qui refusent que... Il y a trop de récupération politique. Trop de récupération politique. Le président annonce, c'est lui qui a pris l'initiative. Aujourd'hui, on est en train de s'organiser. Il y a une cellule qui s'occupe de cette question. Il y a le gouvernement qui prendra en charge le coût de l'opération, etc. On a besoin des hommes et des femmes qui apportent leur contribution pour améliorer le processus. Je vous prends l'exemple du Sankourou, dont est ici, n'est-ce pas, Lumumba, le gouverneur de province. Mukumadi avait pris Stéphane un arrêté où il a désigné un panel d'experts qui doivent faire des propositions pour permettre à ce qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas? Vous êtes membre de ces panels? Comme expert, oui. On est en train de réfléchir, mais ce n'est pas nous qui organisons, c'est la présidence, c'est le gouvernement, etc. Mais nous, on est disposés d'apporter naturellement des apports, des inputs, comme on dit, des contributions pour améliorer la cérémonie. Vous n'êtes pas en retard, par exemple? On n'est pas en retard parce qu'on a eu des réunions marathon, etc. Et, à la va-vite. Non, mais bon, 20 ans dans un métier, on jette l'ouvrage. Donc, quand on est professionnel, ça peut s'accélérer. Ça peut s'accélérer, ce n'est pas un problème. Avec l'habitude aussi. Voilà, donc de la même manière, on a besoin que les journalistes proposent pour que ça s'améliore. Parce que c'est une cérémonie. Les gens qui ont conçu l'événement l'ont conçu sur base d'un modèle. Eh bien, écoutez, on a besoin de tous les Congolais parce que c'est l'icône nationale. Et alors maintenant, pourquoi les gens vont dire qu'il y a une récupération politique? Comment fonctionne l'État? On peut prévoir un budget ou on peut prévoir une action, mais le Congolais, qui est copropriétaire de la République, peut proposer des choses. Et cela sera pris en compte. Ils auraient souhaité que le président croise les bras pour entendre, je ne sais pas qui. Entre-temps, Lumumba doit continuer. C'est pas aéré dans la nature. C'est méchant. Eh bien, écoutez, c'est méchant, c'est presque criminel. Encore que, bon, beaucoup de ces hommes politiques, etc., ne font pas beaucoup cas à la spiritualité. La spiritualité, c'est la base et le fondement. Alors, quelle est la dimension spirituelle de ces voyages? La dimension spirituelle de ces voyages. Quel voyage? Relique de Lumumba. Le retour de relique de Lumumba. Dans son pays. Mais l'esprit est en train d'aérer. Pardon. L'esprit de Lumumba n'est pas assis. 60 ans après. 60 ans après. Alors maintenant, il faut lui donner un endroit. Il faut le longer. Et pour qu'on puisse justement... Une dernière demeure. Une dernière demeure. Quand on va demander, Mbuta Lumumba, nous sommes en difficulté, intervenez. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts sont dans un monde invisible, mais ils sont vivants. Nous sommes dans un monde visible et nous sommes vivants. Mais il y a des gens qui sont vivants dans un monde invisible. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de connexion entre le monde visible et le monde invisible. Il n'y a pas de développement dans le monde physique s'il n'y a pas de métaphysique. C'est très important. Mais les pays, excusez, les pays qui ont compris ça sont en avance spectaculaire. Mais nous, on n'a pas compris. Comment un être méritant comme Lumumba ne puisse pas avoir sa dernière demeure? C'est maintenant la pertinence de cette dimension spirituelle qu'on voudrait véritablement l'amener et le faire asseoir pour dire, Mbuta Lumumba, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes en difficulté. Mbuta Tshisekedi, Mbuta Kimpanvita, Mbuta... Non, Mbuta Kimbangu, madame... Bon, n'est pas un Mbuta. Yaya Kimpanvita. C'est ça. Même Laurent Kabila, il est là. Et vous ne pouvez pas honorer Laurent sans avoir honoré les géniteurs de la pensée. C'est Lumumba.
C'est très important. Et donc, ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de grande importance. Il faudrait que cela soit à la hauteur de ce qui représente les valeurs intrinsèques de la personne. Certainement, on a vu la mort de Laurent, comment il a été enterré, dans quelles conditions. On a vu notre patriarche qui est devenu, depuis tout le temps de ma vie, comme mentor Étienne, qui est enterré aussi dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous avons une troisième... Une année après aussi. Hein. Mais John, on a besoin que Lumumba, vraiment... Le professeur, en tant que panafricaniste, a dit qu'il faut qu'il y ait une connexion pour donner l'élan au développement du pays. La connexion entre le monde des vivants et le monde... ceux qui sont dans l'au-delà, dans le monde invisible, ne peut pas se faire avec les politiques. Ne pensez-vous pas que les politiques doivent s'appuyer sur les propriétés terriennes pour confirmer cette connexion? Pourtant, dans l'affaire Retour Relique Lumumba, on ne sent pas la présence, la force, l'appui du pouvoir ancestral. Non, nous, dans les propositions d'amélioration, ce que représente le processus d'organisation. Je crois que la semaine prochaine, nous serons avec les organisateurs, du moins pour la province d'origine de héros national. Nous aurions souhaité, sincèrement, pour stabiliser cet esprit, qui est une sorte de synergie gagnante entre le politique qui organise, parce qu'il faut aller une volonté politique, et le président en endosse pleinement la responsabilité, le leadership. Et de deux, il va falloir également que les chefs coutumiers aussi soient invités pour la circonstance, parce que Lumumba, c'est un ancêtre divinisé. Et donc, les chefs coutumiers sont les dépositaires de l'Esprit de Dieu. Dieu a agi au travers de ces hommes pour que nous ayons un espace, pour que nous puissions vivre même sans l'homme blanc ne soit venu ici. Et puis, troisièmement, ce sont les religieux. Et les religieux ici, ce sont des églises africaines qui ont fait la résistance. Les églises africaines? Les églises africaines ont fait la résistance pour dire que nous aussi, on avait nos ancêtres. Nous aussi, on avait... Donc l'église moderne n'a pas sa place dans ces processus? Non, tout le monde. Parce que ceux qui sont dans les églises modernes sont des Congolais. Oui. Nous avons, à un moment donné, qu'on partage une vision commune de libération. Et si on va exclure les gens et laisser les autres... Ce sont des religions importées. Donc, certainement que ce sont des religions importées, mais un moment viendra où nous allons nous mettre tous d'accord pour dire, ben, écoutez, est-ce que nos ancêtres n'avaient pas de religion? Est-ce qu'ils n'ont pas connu Dieu, etc. Faut-il continuer essentiellement avec les religions importées? Qu'est-ce que ça nous apporte? Toute évaluation faite, quels sont les apports additionnels par rapport à notre situation? Mais il ne faut pas arrêter tout de suite. Il faut qu'on puisse se convaincre et convaincre les autres. Encore que les églises africaines aussi montrent de quoi elles sont capables. Parce que là aussi, il y a des petites querelles, etc. Il faut que ça s'arrête pour jouer véritablement l'exemplarité. Et nous avons besoin aujourd'hui du spirituel, censé être le représentant de Dieu. Prenons même les églises importées, les églises africaines qui ont fait la résistance. Mais les églises importées, certainement qu'ils ont aussi collaboré à la mort de Patrice. Mais bon, ce ne sont pas nos frères. Ce sont ceux qui étaient ici, etc., qui avaient des sacs pleins de croix. Et puis des revolvers là-dedans, etc. Et puis ils nous ont beaucoup tués, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, ce sont nos propres fils qui sont des responsables et c'est l'occasion aussi de leur donner la possibilité. Je pense qu'on ne peut pas quand même parler de cette journée tragique de 17 janvier 1961 sans citer des autres noms. Oui. Il y a Polo et Okito, que j'ai toujours considéré comme étant des oubliés de la République. Non. Leurs familles se plaignent, messieurs Norbert Yamba. Que faites-vous de ces deux dignes Congolais? Non, mais au moment où nous sommes en train d'honorer l'icône principale, c'est au même moment que nous honorons ses complices. On n'en parle pas. Et nous devons en parler. Ses compagnons. Complices dans un sens péjoratif. Oui. Ses compagnons. Oui. Et ils seront reconnus comme tels.
Je crois que le président de la République est dans le processus de dédramatisation, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai personnellement rencontré leur fille, la mort dans l'âme. Et ce que nous demandons maintenant, elle ne comprenait pas. C'est très important pour les enfants biologiques de Patrice de collaborer aussi avec les enfants de Okito et Polo. Ça n'empêche personne de dormir que de collaborer. Qui ont subi les sorts de Lumumba. Et Okito et Polo, comme ils ont subi avec Lumumba, ils sont devenus aussi des ancêtres divinisés. Tout à fait. Il ne faut pas les oublier alors. On ne peut pas les oublier. Et moi, je dis, montrez l'exemple. Montrons véritablement l'exemple. Mais monsieur Norbert Yamba, vous jouez quand même un rôle, ne serait-ce que minime dans cette histoire. Vous faites partie du panel. Votre voix peut être écoutée. Qu'est-ce que vous faites pour le Okito? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais est-ce que nous, on est sortis? Ce panel, ça c'est un secret. Je vous l'ai dit. C'est encore en huis clos. Attendez, il y aura une conférence de presse. D'ici là. Pour construire la légitimité de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques professionnelles. Et c'est à l'occasion que toutes ces questions seront soulevées. Mais ça ne sert pas seulement de soulever les questions, mais il faut aller vers l'organisateur pour proposer naturellement qu'il y ait implication de ces trois familles. Pourquoi pas? Et ça, on en a besoin pour dégonfler les tensions, pour construire une bonne connexion. C'est un exercice spirituel. Oui, c'est un exercice spirituel. Parce que leurs esprits sont en train d'errer. Et on a besoin que Polo revienne, Okito revienne, et Lumumba revienne. Et le retour de Lumumba, qui est l'être le plus méritant, encadre les siens. Mais il faudrait que leur progéniture sur aussi des dividendes par rapport à la prestation de l'un président du Sénat, l'autre ministre des Sports. Mais espérons que la liste ne s'arrête pas avec le retour des reliques de Lumumba. Il y a Mobutu qui reste encore au Maroc. C'est encore un sujet qui divise, n'est-ce pas? Que ça doit être aligné comme promis par les chefs de l'État. Mais le chef de l'État est en train de réaliser les choses. Celui qui était encore mort, puis bon, resté dans les conditions que vous connaissez, c'était Étienne, le corps revenu. Il a promis Lumumba, aujourd'hui on parle de reliques. Il a promis également pour le maréchal Mobutu, il faut se mettre d'accord avec sa famille biologique, etc. Ça sont des tractations qui se font, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les moments venus, Mobutu sera accueilli avec... Et donc quand on aura fait véritablement tous ces exercices-là, on va connaître un moment de décrispation, non seulement politique, mais aussi économique. C'est très important. Vous savez, moi, quelqu'un me posait la question, c'est un homme politique, il dit, Monsieur Yamba, vous êtes allé à la purification de la terre avec son éminence Massambo qui dit, mais qu'est-ce que tu retiens? Moi, je dis, regarde, tous ceux qui sont censés être dépositaires de l'esprit de Dieu chez nous opèrent en catimini. Quand est-ce que nos universités doivent avoir des savants pour nous fabriquer des micros, des caméras, compagnie, etc. Ils opèrent en catimini parce alors maintenant, les chefs coutumiers sont des grands dépositaires. Il y a des chefs coutumiers très puissants. Il est là, il peut apparaître directement là. C'est ce que les Blancs font. Et alors maintenant, les chefs coutumiers se disent, oui, nous avons reçu la puissance de Dieu pour être propriétaires terriens. Nous avions cette puissance. Peut-être que nous l'avons mal utilisée par cause de manipulation. Vous, vous êtes les représentants de Dieu. Et nous nous inclinons devant vous. Nous voulons vous restituer ce pouvoir. Et ensemble, nous pouvons le faire, utiliser cette puissance dans le bon sens. Pour que nous ayons des milliardaires, des millionnaires, pour que nous ayons, n'est-ce pas, des savants. Il est anormal d'avoir toute une université, la plus grande colline, etc. Et on n'a même pas un savant, depuis qu'il s'est créé. Tout le monde est dans la répétition, dans la récitation. Parce qu'on ne veut pas tout le monde fait les récitals des cahiers. On écrit des livres qui n'ont aucune importance, sans aucune plus-value. Il faut que les chefs coutumiers, les chefs spirituels, insufflent une puissance dans nos universités pour que nous ayons des hommes, des jeunes gens. Comment pouvez-vous imaginer que des téléphones, il y a des enfants de 12 ans, de 10 ans,
qui en fabriquent en Chine. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir... Mais vous pouvez vous organiser sans l'aval de l'homme politique, que ça n'aboutira à rien, parce que c'est lui qui a la commande. Mais c'est pourquoi nous parlons de ces choses. Un prof nous disait toujours, Père Defoe, paix à son âme, il dit, ignotini la kipido à latin. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Toutes les tractations, tout notre enseignement, toutes les religions que nous avons connues, nous ont amenés vers le rejet de ce qui représente nos valeurs intrinsèques. Au point où nous sommes arrivés à perdre toute notre identité, toute notre spiritualité. Comment un arbre sans racines puisse survivre? Même le baobab, sans racines tombe. Même les noms, on ne veut même plus entendre parler des noms de nos ancêtres, sinon c'est la sorcellerie. Nous-mêmes, nous refusons même à nos enfants de parler nos dialectes. À l'école même, il y a des chefs de classe qui prennent les bavards en dialecte. Patois. En patois. Dis, mais on rejette tout. Il ne faut pas parler les Kimbala à l'école. On se moque même de vous. Oh, la connexion avec les puissances invisibles, c'est fait en langue. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Et nous avons besoin des chefs coutumiers. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit comme panafricaniste, vous chefs coutumiers, même vous qui connaissez les secrets, sortez à ciel ouvert. N'ayez plus peur. Non, pas crier. N'ayez plus peur. Mais ils connaissent peut-être leurs responsabilités. Voilà pourquoi ils hésitent de sortir. Ils ont vu au-dessus de tout le monde. Vous savez, John, on va laisser peut-être ils sont plus dans les conflits. J'étais avec un ami français. Oui. Dans les Maïndombe. On a trouvé un prophète qui arrachait les statuettes, qui arrachait les gourmettes. Dans les Maïndombe. Dans le Maïndombe. Et le gars me dit, en plein Inongo, Monsieur Yamba, comment vous êtes un leader politique? Vous acceptez que nos ancêtres, vous ont arraché tout. Ça se trouve dans nos musées. Et curieusement, quelqu'un qui apparaît comme ça, il s'est fait appeler prophète. Et il prend tout. Achever mais vous resterez avec quoi? Vous allez faire quoi? Est-ce que quand vous nous voyez aller avec des avions de 50 tonnes, vous croyez vraiment seulement les laboratoires, mais il y a une inspiration, il y a une connexion. Mais est-ce que vous allez aux États-Unis? Il y a toute une loi de 1947 qui agrée les contacts avec les extraterrestres. Là, les professeurs ne font pas allusion à l'occultisme, à ce qui ne se fait pas. Non, l'occultisme. Il faut être un peu plus concret. Non, l'occultisme. Il faut être un initié pour comprendre son langage. Non, mais écoutez, l'occultisme, ça, ce sont les valeurs occidentales de leurs ancêtres. La maçonnerie, ça, c'est l'Occident. La Rose-Croix. La Rose-Croix, les Lios Club, Maïkaris pour les Asiatiques, etc. Ça, c'est les... Nous avons les Kimbirikiti. Il faut aller à Chabunda. Kimbirikiti. Aujourd'hui... Nous avons les Taonda. Taonda. Partout dans nos villages, il existe des écoles ésotériques et mystiques qui peuvent nous inspirer. Que nous devons valoriser. Que nous devons valoriser. Aujourd'hui, le président béninois, Patrick Talon, vient de disposer 500 hectares d'espace pour que nous puissions faire le pèlerinage comme les Arabes font le pèlerinage des musulmans et des soi-disant musulmans noirs. Vous avez déjà vu un Arabe devenir kimbanguiste? Il y a même les Juifs noirs. Oui, il y a des Juifs noirs. Vous voyez ce que cela représente. Chaque année, ça vous met mal à l'aise. Représentant que panafricaniste, ça vous met mal à l'aise. Moi, j'ai dit, mais c'est de l'imbécilité zéro. Oh là. C'est fort, c'est pas fort ça. Mais non, mais effectivement. Pas de gros mots. Non, je retire. Mais je dis que c'est de l'animalité zéro. Merci de votre élégance. De l'animalité zéro. Ils nous rigolent. Ils disent, mais regardez comment c'est gens. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça en train de dire, écoutez, prions. Et nous aurons, par exemple, des caméras. Arrêtez de conneries. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de l'économie de la religion. On est à l'ère de l'économie de la connaissance. Et regardez, même ceux qui volent la vie. Prier sans cesse, ça vous dit quelque chose? Prier sans cesse. Ouais. Non, ce sont des dispositions qui ont été introduites de manière malsaine dans la Bible pour... Introduites? Oui, c'est introduit. Pour nous distraire. Pour nous distraire. Oh. Apparemment, c'est fort. Vous savez, ces choses-là. Voilà. Ouais. Non. C'est trop fort, ça. La Bible, c'est un document qui reprend un certain nombre de lois, de principes. Des dogmes. Que les ancêtres occidentaux les Juifs, plus précisément. Les Juifs
ont mis en place. Ça, c'est pour eux. Et ils ont fait preuve avec ça. Ils fabriquent en fait, c'est leur coutume à eux. Ok. Mais nous avons le Mahaté. Nous avons le Mahaté. Il y a des lois, il y a des pratiques de nos ancêtres. C'est ce qui a fait que nous avons inventé la médecine. C'est ce qui a fait que nous avons inventé la physique, l'astronomie. C'est ce qui a fait que nous avons construit des pyramides où les gens, presque personne aujourd'hui. Où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on en est là simplement avec Imhotep. Imhotep. Il y a Yamesso aussi, pour avoir donné cours à Thalès, le premier intellectuel européen. Professeur Nerma Yamba, si on ne vous arrête pas, vous êtes tellement intarissable qu'on peut y passer la nuit. Et donc, les gens comme Lumumba... Votre conclusion? Les gens comme Patrice Lumumba, c'est un Imhotep pour nous. C'est comme Soudiata Keïta. C'est comme Soumangoro Nkate. C'est comme Mfumu Kimba. C'est comme Thomas Sankara. Comme Thomas Sankara, le jeune homme, qui a démontré qu'avec l'esprit, avec la connexion, on peut transporter les montagnes. Donc, moi je crois aujourd'hui plus que jamais que nous avons intérêt, tout Congolais, opposition, majorité, société civile, maintenant que les reliques de Lumumba, qui est notre ancêtre divinisé, arrivent, montrons-nous galants, entendons-nous bien, parce que le diable n'arrive que... L'air est à la cohésion nationale. Le diable arrive que dans les détails. Le diable loge dans les détails. Dans les détails, entendons-nous bien. Nous sommes confrontés. Ne voyez pas, non, il y a la catastrophe naturelle à Goma. On fait quoi? Il y a les tueries. Il y a Covid-19. À l'Est. Mais personne ne parle de la pauvreté, qui est le plus grand, le plus... Fléau. Fléau. Non. L'agresseur le plus virulent, c'est la pauvreté. Plus que Covid. Le plus grand ravageur. Ravageur. Et donc, au nom, n'est-ce pas, de cette situation qui nous assiège pendant plusieurs années, nous avons intérêt à assumer le calumet de la paix, oui, et à construire une sorte de cohésion et à donner libre cours à tous nos ancêtres divinisés, Kimpamvita, Mfumu Kimbangu, Lumumba Patrice, Etienne Tshisekedi, Polo et Okito, Laurent Polo et Okito, Mobutu Maréchal. Tous ces gens-là, nous devons être en mesure d'avoir leur tombe et de temps en temps de les évoquer lorsqu'on est en difficulté. D'aller se recueillir là. Bien entendu, bien entendu. Norbert Yamba, c'était à la fois un honneur et un plaisir. On vous a reçu beaucoup plus comme étant un panafricaniste. Ça, c'est vraiment le panafricanisme. Un panafricaniste ésotérique plutôt qu'un politique. Un scientifique, encore un scientifique. Ouais. Je combine, vous savez, le monde d'aujourd'hui sera développé que par des hommes qui sont spécialistes de la non-spécialisation. C'est-à-dire des hommes qui embrassent autour d'eux la spiritualité, l'économie, la politique, et qui sont complets. Ali Malé, on dit quoi? En tout cas, des gestes barrières. En tout cas, rassurez-vous, distance oblige, et les professeurs, et Ali Malé, et on dit quoi? En tout cas, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, dans l'espoir de se retrouver en forme tout en respectant les gestes barrières. Mais en tout cas, méfiez-vous de la troisième vague. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Port obligatoire et correct de masques, lavage régulier de mains, surtout avec savon ou une solution hydroalcoolique, distanciation physique, c'est important, ça peut sauver des vies inévitablement. On se retrouve les mercredis prochains à la même heure. Au revoir.